Un disque qui tourne sur une platine, une musique qui s'élève. Pourtant, sa matière première a d'abord flotté à la dérive, au gré des courants. C'est l'histoire de l'album Moon Music de Coldplay, une œuvre composée non pas au sens figuré, mais littéralement à partir de déchets. Des fragments de plastique collectés dans les rivières et les océans ont été assemblés pour créer le premier disque au monde pressé à partir de plastique marin recyclé, récupéré au large des côtes du Guatemala. Depuis les missions de nettoyage en haute mer jusqu'aux usines de recyclage côtières, un nouveau cycle de renaissance est en marche. C'est ici que les détritus sont d'abord purifiés, puis triés avec soin, avant d'être métamorphosés en matériaux de nouveau utiles. Chaque année, plus de 20 millions de tonnes de déchets sont emportés vers l'océan. Près de 80% de cette masse est constituée de plastique, un matériau si durable qu'il peut survivre des siècles sous l'eau. Non seulement ces fragments s'agglomèrent pour former de gigantesques îles de déchets, mais ils s'infiltrent aussi profondément dans la chaîne alimentaire. Ils affectent plus de 700 espèces marines et, en bout de ligne, l'être humain lui-même. Pourtant, une fois collectés et traités correctement, une grande partie de ces débris pourrait renaître sous la forme d'une précieuse matière première. On parle ici de plastique recyclé, de fibres synthétiques pour l'industrie textile, ou encore de métaux récupérés. Ce processus permettrait d'économiser des milliers de kilowattheures d'électricité et de réduire les émissions de CO2 de plusieurs millions de tonnes. Plus encore, il ouvre la voie à une économie océanique circulaire, un monde où tout ce qui a été un jour jeté peut revenir pour servir un nouvel objectif. Il flotte, inerte, au gré des courants. Mais pour ce déchet, une seconde vie est sur le point de commencer. Le voyage des déchets marins débute par leur collecte, et pour rassembler de telles quantités dans un environnement aussi hostile que la haute mer, le déploiement de systèmes technologiques spécialisés s'impose. Dans les grandes zones d'accumulation, comme le Gyre du Pacifique Nord ou le golfe de Thaïlande, des navires de nettoyage dédiés constituent la force principale. 2 bras mécaniques hydrauliques se déploient de chaque côté du bateau, balayant la surface de l'eau dans un mouvement en éventail pour capturer les débris flottants. Des bouteilles en plastique aux sacs en nylon, en passant par les filets de pêche abandonnés, les déchets sont guidés vers des canaux flottants connectés au navire. Ils sont ensuite transférés sur des tapis en acier inoxydable sur le pont, avant d'être acheminés vers de grands compartiments de stockage. Une seule mission de nettoyage peut durer de 8 à 10 heures, permettant de collecter jusqu'à 5 à 10 tonnes de déchets mélangés. Mais tous les débris ne dérivent pas au large. Une part importante se retrouve piégée dans les rivières, les réservoirs et les canaux, où elles forment d'épaisses couches qui obstruent le courant. Dans ces zones, on utilise des équipements mécaniques compacts, le plus souvent des pelles à bennes preneuses montées sur des camions. Chaque benne d'acier, pesant près de 1000 livres, peut plonger profondément pour puiser un mélange de déchets, de bouteilles, de sacs plastiques, de branchages et même de vieux pneus. Chaque levage peut remonter entre 500 et 1000 livres de détritus. Grâce à cette puissance mécanique, une seule équipe peut nettoyer une section de rivière de plusieurs centaines de pieds, de long en quelques heures, seulement, un rythme environ 10 fois plus rapide que le travail manuel. Pourtant, dans de nombreuses zones côtières, la collecte repose encore sur les pêcheurs locaux et les bénévoles. Armés de petits filets et de crochets depuis leur barque, ils travaillent sous un soleil de plomb. Chaque personne ne peut récupérer que quelques centaines de livres de déchets par jour, mais leur labeur marque la première étape indispensable du cycle de recyclage de l'océan. Une fois la collecte achevée, les déchets sont transportés au port par des bateaux écrémeurs, des navires spécialisés conçus pour ramasser les débris flottants. Un petit bateau écrémeur, long d'environ 25 à 30 pieds, peut rassembler près de 5 tonnes de déchets au cours d'une journée de 8 heures. Une fois plein, son convoyeur hydraulique à la proue se lève et décharge l'ensemble de sa cargaison dans la zone de réception à terre. C'est ici que le processus de tri initial commence officiellement. Le mélange fraîchement déchargé contient une grande variété de matériaux: plastique, métal, bois, algues et boues organiques. Les ouvriers effectuent une vérification rapide pour retirer les objets volumineux ou dangereux, comme les filets en acier, les bouées et les pneus. Les déchets restants sont ensuite chargés sur un convoyeur d'alimentation qui les transporte vers la section de criblage. À l'intérieur de la zone de tri, un crible rotatif sépare les déchets par taille.
Le sable, la boue, les coquillages et les petits débris passent à travers les mailles, tandis que les bouteilles et les emballages sont retenus. Cette fraction restante, composée principalement de plastique et de nylon, est envoyée sur un tapis de tri manuel. Là, des opérateurs séparent chaque groupe de matériaux, les préparant pour la prochaine étape du processus de recyclage. Ils flottent des années, souillés par l'océan. Mais leur voyage s'achève ici, dans un tourbillon purificateur. Après un tri méticuleux, les matières comme le métal, le verre et le bois sont orientées vers leurs filières de traitement respectives. Pendant ce temps, le plastique, matériau aussi durable que problématique, est retenu pour entamer sa renaissance. La part recyclable des déchets, composée majoritairement de plastique, de nylon et de canettes, est transférée vers la section de lavage. Cette étape est cruciale, car les déchets marins ont souvent macéré longuement dans l'eau salée, se couvrant d'algues, d'hydrocarbures et de micro-organismes. Dans la zone de traitement, les déchets pénètrent dans une cuve de lavage mécanique. Des arbres rotatifs équipés de pales créent un mouvement tourbillonnant qui arrache les résidus de surface et chasse les contaminants. L'eau de lavage contient des détergents doux et une solution neutralisant le sel pour éliminer les chlorures et les huiles. Certaines usines utilisent de l'eau chaude, entre 160 et 180 degrés Fahrenheit, pour améliorer l'efficacité de la stérilisation. Le processus dure de 15 à 30 minutes, selon le degré de contamination des déchets. Les matériaux nettoyés passent ensuite dans un laveur à tambour qui tourne tout en projetant des jets d'eau à haute pression pour déloger le sable et les algues les plus tenaces. Puis, un bac de flottaison sépare les plastiques par densité. Le PET coule, tandis que le PEHD et le PP flottent. Cette classification précise est essentielle avant le recyclage. Enfin, les déchets lavés sont dirigés vers un sécheur centrifuge pour extraire l'humidité résiduelle, suivi d'un séchage à air chaud à environ 170 degrés Fahrenheit. Des systèmes de désodorisation à l'ozone traitent les émissions de vapeur pour éliminer les odeurs organiques et les bactéries. Un chaos de formes et de couleurs attend d'être ordonné. C'est la première étape pour transformer le rebut en ressource. Une fois les déchets plastiques collectés et rassemblés à l'usine, la première phase de la ligne de recyclage est le pré-tri. Il s'agit de séparer les plastiques par type et par taille en vue d'un traitement plus approfondi. Il existe 7 types de plastique couramment utilisés dans le monde, mais le PET numéro 1 et le PEHD sont les deux plus efficacement recyclables. L'ensemble du système se concentre donc sur l'isolation de ces deux types, tout en éliminant les matériaux incompatibles. Le flux de plastique mélangé entre dans un grand tambour rotatif en acier. À mesure que le tambour tourne, de petits trous permettent à la poussière, au sable et aux petits fragments de tomber. Les bouteilles plus grosses, elles, continuent leur progression. Cette étape assure une séparation granulométrique grossière, évitant ainsi le colmatage des machines suivantes. Les déchets passent ensuite sur un convoyeur de tri manuel où des opérateurs retirent les éléments indésirables tels que les canettes en métal, le nylon et le carton. Simultanément, un séparateur automatique de bouchons et d'étiquettes utilise une force d'air vortex pour détacher les différents composants en plastique. Des capteurs magnétiques scannent le flux en continu, éjectant les derniers fragments de métal ou les agrafes qui auraient pu subsister. Après cette phase de filtrage mécanique, le matériau restant se compose principalement de bouteilles en PET propres et uniformes, désormais prêtes pour le processus de broyage qui les attend. En un instant, la bouteille entière n'est plus. Seul subsiste un torrent de fragments minuscules. Les corps des bouteilles en plastique sont alors acheminés vers un granulateur à haute vitesse. À l'intérieur, des centaines de lames en alliage tournent à des milliers de tours par minute, déchiquetant les bouteilles en petits fragments appelés paillettes. Chaque heure, une seule machine peut traiter entre 2000 et 3000 livres de plastique, transformant une montagne de bouteilles en un flux continu de matière uniforme en quelques minutes seulement. Les paillettes, ne mesurant que quelques centimètres de large, sont assez petites pour traverser les systèmes de traitement thermique suivants sans provoquer de blocage. Ce processus de broyage ne réduit pas seulement le volume, il améliore aussi l'efficacité énergétique des étapes ultérieures. Une fois le plastique finalement déchiqueté, il fond plus rapidement dans l'extrudeuse, permettant d'économiser jusqu'à 40% d'électricité par rapport à la fusion de blocs de plastique solides.
Cette étape constitue également un premier contrôle de la taille, garantissant l'uniformité du matériau avant qu'il n'entre dans la phase suivante de tri de précision. L'œil humain ne peut plus suivre. Une décision est prise en une fraction de seconde à l'échelle du millimètre. À un niveau presque microscopique, des caméras optiques prennent le relais. Des capteurs à haute vitesse scannent chaque paillette individuellement, analysant sa couleur, sa transparence et sa texture de surface en quelques millièmes de seconde à peine. Si le système identifie une paillette de PET transparent, une paillette de PET vert, un morceau de PEHD blanc ou un corps étranger comme du bois ou du verre, une rafale d'air comprimé, ciblée avec précision, l'éjecte du flux principal. Une seule machine peut traiter plus de 1000 fragments par seconde, atteignant un taux de précision supérieur à 95%. Chaque impulsion d'air n'agit que sur un seul fragment, pesant moins d'un millième d'once, sans perturber le matériau environnant. Le résultat est un flux de paillettes de plastique pures et homogènes, parfaitement triées en groupes distincts. Elles forment la base de l'étape de granulation à venir. Le solide redevient liquide avant de renaître sous une forme nouvelle. C'est le cœur brûlant de la transformation. Les paillettes de plastique qualifiées sont introduites dans une imposante machine d'extrusion. Sous une température d'environ 520 degrés Fahrenheit, le plastique fond et progresse le long d'un arbre à vis géant en rotation. La pression croissante force le flux en fusion à travers un filtre métallique ultra fin qui piège les dernières impuretés. La matière plastique purifiée est ensuite poussée à travers un granulateur sous-marin où elle est instantanément découpée en millions de minuscules particules appelées granulés. Un système de refroidissement par eau en circuit fermé solidifie immédiatement les granulés, leur assurant une taille uniforme et une finition de surface lisse. Ces granulés sont désormais une matière première de qualité industrielle, prête à être utilisée pour fabriquer des emballages, des fibres synthétiques, ou même pour être soufflée en de toutes nouvelles bouteilles, bouclant ainsi le cycle du déchet à la ressource. Elle n'est pas encore une bouteille, mais elle en contient déjà toute la promesse. C'est une forme dense, compacte, prête à prendre son envol. À partir des granulés de plastique PET recyclés, l'usine entame l'étape du moulage des préformes. C'est la création de la forme semi-finie qui deviendra plus tard une bouteille complète. Le matériau est inspecté pour sa qualité, puis introduit dans une machine de moulage par injection chauffée à environ 480 degrés Fahrenheit. Le plastique ramolli s'écoule dans un moule en acier, formant un tube à parois épaisses avec un col fileté déjà façonné pour le bouchon. Chaque préforme est conçu pour résister à la fois à la chaleur et à la pression, garantissant sa stabilité pendant le transport et le processus de réchauffage ultérieur pour le moulage par soufflage. Sa taille compacte permet un stockage et une logistique efficace. De nombreuses usines se spécialisent uniquement dans la production de préformes, puis les expédient vers des installations d'embouteillage proches des marchés de consommation, où elles sont réchauffées et soufflées en bouteilles finies. Un souffle d'air puissant, et la matière s'étire, s'affine, jusqu'à trouver sa forme finale. Dans l'étape suivante, les préformes sont chauffées jusqu'à atteindre un état mou et flexible, puis introduites dans une machine de moulage par étirage-soufflage. De l'air comprimé à haute pression est injecté par le col, ce qui dilate le plastique ramolli et le presse fermement contre les parois intérieures d'un moule métallique ayant la forme de la bouteille désirée. Une préforme mesurant environ 4 à 5 pouces de hauteur s'agrandit pour atteindre près de 4 à 5 fois sa taille d'origine après le soufflage. Chaque ligne de production automatisée peut fabriquer des milliers de bouteilles en quelques secondes, avec une marge d'erreur proche de zéro. Des capteurs laser inspectent en continu l'épaisseur de la paroi, la rondeur et la clarté pour assurer une qualité constante. Au-delà des formes standards, le système peut personnaliser la capacité, les courbes du corps et l'emplacement de l'étiquette selon les exigences de conception de chaque marque. Après cette étape, une bouteille en PET entièrement formée est achevée, prête pour le refroidissement, le bouchage et l'emballage. Elle sort du moule encore fragile, vulnérable à la moindre pression. Quelques secondes suffiront à lui donner sa force définitive. En quittant le moule, le corps de la bouteille reste à une température élevée et se déforme facilement. La ligne de production transfère donc immédiatement les bouteilles à travers une chambre de refroidissement rapide
utilisant soit de l'air froid, soit de l'eau en circulation. Ce processus ne dure que quelques secondes, mais il suffit à stabiliser la structure et à préserver la forme. Certaines usines modernes récupèrent la chaleur dégagée par les bouteilles pour réchauffer l'eau de refroidissement, réduisant ainsi considérablement la consommation d'énergie. Une fois le plastique entièrement durci, la bouteille atteint la résistance mécanique requise pour supporter la pression lors du remplissage et du transport. La vitesse de refroidissement est calculée avec précision pour équilibrer la cadence de production tout en maintenant la clarté et la rigidité optimale de la bouteille. Chaque bouteille doit passer un dernier jugement, un examen où la moindre imperfection est une sentence. Avant de quitter l'usine, chaque bouteille en plastique doit subir une inspection de qualité stricte. Des capteurs optiques, des caméras et des systèmes de mesure de pression détectent les plus petits défauts, des fissures et bulles d'air aux écarts dimensionnels. Des échantillons sont prélevés pour des tests mécaniques, comme la traction, la compression et l'impact, afin de garantir la durabilité structurelle. Pour les bouteilles destinées à un usage alimentaire, des analyses chimiques supplémentaires vérifient qu'aucun résidu toxique ne subsiste. Ce n'est qu'après avoir satisfait à tous les critères que les bouteilles sont regroupées, empilées sur des palettes et filmées pour leur protection. Des robots de palettisation automatique organisent des milliers d'unités avec une précision au centimètre près, en étiquetant chaque lot avec un code de traçabilité unique. Depuis l'entrepôt central, les produits sont transportés vers les usines de boissons, les supermarchés ou les points de vente, achevant le voyage de renaissance du plastique recyclé. Chaque nouvelle bouteille ainsi produite n'est plus un simple objet de consommation. Elle est le fruit d'une chaîne technologique circulaire, où le déchet redevient une ressource pour le monde moderne. Il flottait, inerte, au gré des courants marins. Aujourd'hui, ils reprennent vie entre nos mains, devenant une ressource essentielle pour le monde moderne. À partir de ces fragments sans vie, l'humanité a inventé un cycle de vie entièrement nouveau. Un parcours où le déchet est d'abord récupéré, puis nettoyé, avant de renaître pour réintégrer le monde sous une forme utile. Chaque bouteille d'eau, chaque fibre textile, chaque objet que nous tenons pourrait ainsi avoir commencé son existence au cœur de l'océan. C'est une transformation profonde qui redéfinit notre rapport à la matière. Le recyclage dépasse alors le simple récit technologique. Il devient la preuve de notre capacité à métamorphoser ce qui fut rejeté en un symbole de responsabilité et d'ingéniosité. Pourtant, l'océan attend toujours de retrouver son bleu originel, et ce long voyage commence par la prise de conscience de chacun.